passons maintenant à M. Roland Jouvin, qui va parler du sujet suivant, les ambiguïtés du jugement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les organisateurs de leur invitation. Je vais essayer de rebondir sur le topo de Julie en tant que clinicien et montrer en quoi ces très importants résultats peuvent nous faire penser, nous, et en quoi il subsiste des interrogations, peut-être dans la partie la plus historiographique de l'activité du psychiatre. Mon premier point, puisqu'il y avait le terme d'ambiguïté de la perception, et je m'excuse auprès des orateurs dont je reprends certains propos depuis 2 jours, c'est que je crois que maintenant la psychiatrie doit devenir darwinienne, enfin elle est plus raisonnablement, elle est en tout cas pas créationniste, et les psychiatres commencent de se faire à l'idée que le développement est aussi emboîté avec la phylogénèse, et que bien sûr, ça c'est un exemple classique qu'on racontait, paraît-il, c'est Alain nous le confirmera, paraît que dans les cours de Jussieu, il y a 20-25 ans, on disait que le cortex visuel était, si on élevait les chatons dans un milieu où il n'y avait pas de verticale, avec seulement des horizontales, ils savaient plus reconnaître les colonnes et ils se cognaient dans les pieds de table et les pieds de chaise, et que jusqu'à 11 ou 12 mois, je ne sais plus, si on remettait le chat dans un milieu normal, à ce moment-là, il pouvait récupérer cette cécité corticale pour les verticales. Et on racontait que les enfants du désert, de ce fait, étaient moins aptes que les autres à reconnaître, identifier les corticales. Mais si je vous ai montré ça, c'est parce que c'est une illusion classique. Normalement, vous devez voir un T inversé et avoir l'illusion que les 2 barres ne sont pas. Alain Berthoz, on l'a montré hier. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il vient d'être montré récemment par des gens de McGill que, effectivement, les Africains sont moins sensibles que les Européens et les Américains à cette illusion du T inversé, de telle sorte qu'on peut penser que la culture trouve ses bases dans un développement, une neurogénèse qui s'emboîte elle-même avec une ontogénèse des croyances et de la sensibilité aux illusions. Peut-être qu'on peut dire que l'erreur principale de Bush, c'est de ne pas avoir compris qu'en Irak, il n'y avait pas de gratte-ciel, ou en tout cas quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est le corps et la perception qui donnent la première matrice des cultures. Et c'est vrai pour l'histoire d'un sujet individuel, il me semble. Alors je reviens un peu en arrière, un peu sur les bases, mais c'est plus pour nos amis philosophes. Je crois qu'effectivement, l'école lyonnaise, parisienne et italienne, pour moi, c'est la découverte essentielle des 20 dernières années, le fait qu'on ait montré que nous étions des êtres simulants et que quand on levait le bras, on activait les mêmes zones motrices que lorsqu'on imaginait qu'on levait le bras. Et Julie Grèze a montré tout à l'heure que même lorsqu'on observe autrui levant le bras, on active de façon équivalente le même système moteur. Donc nous sommes des êtres simulants, et c'est très important pour nous psychiatres, parce que la plupart du temps, nous n'observons pas nos patients en milieu écologique, mais sur des entretiens où ils simulent, soit rétroactivement, soit presque anticipatoirement, des attitudes ou des jeux de rôle. Là, j'ai mis cette photo de Douaneau qui me paraît illustrer la continuité entre la simulation et la création artistique, mais il paraît que malheureusement, c'est comme le baiser... Non, pardon, c'est une photo de Cartier-Bresson, mais il paraît que c'est comme le baiser de Douaneau que Giacometti a posé sur commande et que c'est pas naturel. Mais sinon, je trouve que c'est assez troublant, cette particulière aptitude, et ça me... En voyant tout à l'heure certaines dias de Julie Grèce, je trouvais que ça avait à voir avec ça. Pour nous, psychiatres, les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées pour comprendre nos patients, même si depuis une dizaine d'années, et les travaux sur l'empathie et les travaux sur l'ensemble des neurosciences cognitives nous ont aidés à penser différemment nos patients, au moins pour ceux d'entre nous qui ne sont pas restés des intégristes fanatiques ou conservateurs. Mais l'idée, c'est quand même que nous pouvons, grâce à ces mécanismes, être plusieurs. D'abord, il y a un premier axe, c'est que la simulation n'est pas binaire. On ne lève pas le bras ou on ne fait pas semblant.
intérieurement de lever le bras. Il y a tout un continuum. On peut ébaucher un mouvement et se faire comprendre par l'autre sans avoir besoin de l'achever. Et ce premier axe est déjà important. Et puis il y a un second axe qui est qu'on peut s'observer manipulant notre cerveau. Là, je vous montre une autre illusion où vous êtes censé voir soit une vieille dame, soit une jeune femme vue de 3/4. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que, en principe, vous ne devez pas être capable de consciemment vous observer, switcher. Je ne sais pas si tout le monde voit la jeune femme vue de 3/4 arrière et la vieille dame. Mais une fois que vous avez vu les deux personnages, même s'il y a un choix préférentiel suivant les caractéristiques interindividuelles, en principe, vous n'êtes pas capable de conscientiser le switch d'un percept à l'autre. Et c'est bien la preuve que chronométriquement, le regard sur soi, que moi j'ai envie d'appeler deuxième personne, même si je suis d'accord que personne n'est d'accord sur le thème de deuxième personne, mais que par rapport à ce qu'on dit du non-conscient en première personne, de l'automatique implicite dont Julie a parlé, je crois que c'est notre deuxième degré de liberté mentale à nous autres individus, et à nous autres psy avec les individus, le fait que nos neurones aient acquis une telle puissance de développement que comme la turbine d'une usine hydroélectrolytique dont on dériverait un câble pour éclairer l'usine elle-même, je peux, avec mes neurones, regarder mes neurones travailler. Et ça, c'est très, très important pour le travail psychothérapique, pour l'insight, et aussi pour la description ou l'incapacité à décrire ses émotions, ses états mentaux. Alors, il y a, je vais pas, ce serait redondant et moins bien fait, revenir sur l'opposition première, troisième personne, mais bien sûr qu'on a déjà au moins 3 axes d'évolution de l'action mentale, et il me semble que, en réalité, je suis pas sûr que ce soit que tridimensionnel, mais à chaque instant, nous sommes en train, et c'est notre plaisir magique, de jouer sur ces points de vue. C'est-à-dire que je peux, à un moment, me mettre à votre place et surveiller que vous êtes content et pas ennuyé par mon discours, en même temps que je peux, enfin en même temps, à quelques dizaines de millisecondes près, me dire que peut-être mon discours est ennuyeux, en même temps que je peux faire des choses automatiquement, en implicite, non conscient. Et c'est ce jeu qui fait la fascination humaine par rapport aux singes et par rapport aux petits mammifères. J'ai appris que l'axe égo-allocentrique, et pas seulement dans l'anxiété, était un moyen de comprendre la pathologie très fécond, très heuristique pour aborder les malades. Et c'est vrai que il y a un courant maintenant, je finirai là-dessus, de gens qui rejoignent ce qu'on appelle l'approche transnosographique, c'est-à-dire qui considèrent que les maladies sont toujours provisoires et renouvelées, et que ce qui compte, ce sont des syndromes physiopathologiques qui correspondent à des distorsions de mécanismes. Donc, et que de ce point de vue, l'égocentrisme ne touche pas que l'anxieux, ça c'est très bien montré, et le paranoïaque, mais tout un tas de gens qui ont une réactivité particulière, probablement amygdalienne, vis-à-vis de l'environnement, et qui ont un déficit d'auto-attribution. Mon maître Vidlecher, une fois, avait vu une patiente qui était, on pourrait dire, aujourd'hui on dirait une phobique sociale, à l'époque on disait une névrose anxieuse de groupe, et qui disait qu'elle pouvait pas aller à des dîners avec plus de 6 personnes, parce que s'il y avait plus de 6 personnes, elle pouvait pas surveiller les autres qui la regardaient. Et elle lui expliquait que à ce moment-là, sachant que tout le monde la regardait, c'était pas possible de gérer la situation, donc elle évitait les dîners. Et lui avait répondu, ce qui était finalement une thérapie du changement de point de vue avant l'heure, mais chère madame, chacun des 6 personnes à la table pense qu'il est tout seul et qu'il y a 5 autres personnes qui regardent celui que vous êtes ou celui qu'il est. Donc, et c'est vrai qu'on a pu reproduire, avec Isabelle Vieux-Delmont en particulier, des situations sémiologiques où souvent on voit que les anxieux ont
terrible déformation égocentrique au point que c'est probablement une piste pour les thérapies de demain, dans des mécanismes d'assez bas niveau, j'y reviendrai, que d'apprendre au sujet qu'il faut qu'il se mette à la place de l'autre pour comprendre ses intentions et qu'il faut qu'il imagine que l'espace n'est pas que celui de sa vision. Et je pense que c'est un des premiers pas pour apprendre la tolérance que d'apprendre le changement de point de vue dans sa spatialisation. Mais là, je fais que paraphraser ce qui a été dit hier. Facile de dire, mais ils sont tous méchants ou ils sont tous hostiles dans cet amphithéâtre que d'associer, d'intentionnaliser ma réception du monde en vous regardant. Donc si je suis déprimé, on peut comprendre facilement que je développe des idées un peu persécutives parce que je fais un aménagement entre ma dévalorisation, entre mes moindres performances cognitives, entre mes moindres capacités exécutives, c'est montré chez les déprimés, entre mes moindres capacités d'attention soutenue et un résultat final qui est peut-être une adaptation. C'est-à-dire, de ce point de vue, souvent les idées persécutives sont très économiques parce qu'elles dispensent de travailler, de méta-travailler sur le monde environnant. Je pense qu'il y a deux niveaux d'empathie. Il y a un niveau d'empathie qui est celui que les neurosciences ont eu le mérite de montrer ces dernières années et qui est celui de deux animaux, je dirais, avec toute la qualité de l'animalité, puisqu'on sait bien que les liens d'attachement, que ce soit l'ocytocine, les liens amoureux, et qu'il l'a très bien montré, toutes les qualités qu'on appelle humaines sont dans le sous-cortex et dans le système limbique. Et donc, de ce point de vue, ça n'est pas critique que de dire que l'empathie qui a fait l'objet d'études jusqu'à maintenant est une empathie sous-corticale ou animale, disons, de l'animal en nous. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça va de pair avec les limites technologiques. Ça vient probablement du fait qu'on ne dispose pas d'IRM bi- ou trimodal. Il n'y a que de la vision, il y a maintenant un peu d'audition, alors que c'est très compliqué, la métacognition. Mais surtout, ce qui me fait penser que le niveau d'empathie des cliniciens, et en particulier des psychanalystes sérieux, parce que tous ne sont pas non sérieux, en tout cas, c'est ce dont je voudrais vous convaincre à la fin de l'exposé, c'est un niveau qui est beaucoup plus historiographique et qui prend en compte la mémoire autobiographique. C'est-à-dire que c'est le partage de la mémoire autobiographique de l'autre en même temps que le décodage de ses intentionnalités, de ses émotions et de l'activation émotionnelle lors de l'évocation d'un souvenir. Et je pense que peut-être que ce sera plus du côté des synchronies, des EEG couplés, avant que ce soit l'IRM, mais un jour, la technique nous permettra de mettre en évidence cette méta-empathie qui n'est pas la même, qui est simplement d'un autre niveau. Il a déjà été question précédemment de ce système de survie, peu importe comment on l'appelle. C'est un bon exemple pour nous parce que de plus en plus on dit que le système visuel, ça a été évoqué précédemment, est un système décisif dans la relation à autrui et il est la base non seulement de la phobie sociale, mais probablement de troubles dans la schizophrénie, dans l'anxiété et probablement aussi dans l'autisme. L'évitement oculaire, qui est une mesure assez facile, est quand même un indice très très fiable de la timidité, de la phobie sociale. Ça, c'est un travail qui a été fait au labo par le groupe d'Antoine Pellicello, où vous voyez que des phobiques sociaux, c'est-à-dire des timides, on pourrait dire au sens large, évitent de voir les yeux par rapport à des contrôles. C'est les gens qui avant mettaient des lunettes teintées, mais ça se fait moins. Mais l'évitement oculaire, pour des gens comme Cotreau, c'est le symptôme nécessaire et suffisant pour parler de phobie sociale. Ça a à voir, bien sûr, avec... Et là, j'ai mis Kubrick parce que je trouvais que c'est peut-être pas par hasard si... parce qu'il me semble que dans l'amour, on se regarde et que cet évitement du regard, qui colle très bien avec le film, est peut-être un signe de ce que dans notre culture, le message oculaire est un message de connivence, comme ça a été évoqué. Alors, il y a des patients qui ne savent pas que les yeux sont des indices. C'est le cas des schizophrènes, c'est aussi le cas des autistes. Et si vous montrez des photos telles que
celle-ci à des schizophrènes, la plupart du temps, ils disent des choses comme « ils sont complices », « ils sont ensemble ». Et quand on leur dit « mais pourquoi ils sont complices ?» ils ne savent pas dire pourquoi ils sont complices. C'est très intéressant par rapport au faux néologisme. Ils sont capables de dire qu'il y a une complicité, mais ils ne sont pas capables de dire qu'ils ont repéré cette complicité à travers la complicité du regard et du gaze. Et probablement que dans les maladies neurodéveloppementales, y compris chez l'adulte, il va falloir faire, comme premier basique, avant de s'occuper des méta-représentations et des méta-croyances, une rééducation de base de la physiologie. Si je ne sais pas marcher, je ne peux pas faire des pirouettes. Si je ne sais pas que les yeux de l'autre sont une information décisive pour décoder ses intentions, je perds un temps fou, outre qu'on dit que les schizophrènes perdent du temps à cause des saccades. Et peut-être que de la même façon que hier, c'est évoqué à plusieurs reprises, la triangulation, sans qu'on dise ce mot, mais la triangulation des psychiatres, c'est aussi un stade développemental de compréhension des relations sociales, et c'est aussi un stade qu'il faut apprendre aux schizophrènes parce que c'est pas évident pour eux. Alors, je voudrais maintenant passer à la deuxième partie qui concerne l'impact de la mémoire et de l'histoire sur l'individu, et ça me semble interroger les gens qui s'occupent des groupes et des croyances sociales. Si je suis boulevard Saint-Michel et que, étant en retard pour venir ici, je descends sur le trottoir, je me trouve face à un bus et que je remonte, je saute sur le trottoir bien avant de me dire c'est un autobus, il faut que de catégoriser l'autobus, sinon je suis mort. Et c'est donc l'émotion de survie, c'est pour ça que la peur et la colère sont tout. L'amygdale n'est pas spécifique d'une émotion, elle est l'organe elle est le gendarme attentionnel qui dit il faut se sauver ou il faut. Mais dans ces cas-là, j'ai une réaction catécholaminergique qui est double, noradrénergique et dopaminergique, qui permet deux choses, d'une part, qui engendre deux choses, d'une part la réponse motrice qui fait sauter sur le trottoir, et d'autre part, et c'est le premier problème, augmente l'encodage mnésique du souvenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pompiers maintenant, dans les accidents au bord de la route, dans les grandes crises ou les grandes catastrophes, donnent des bêta-bloqueurs noradrénergiques pour éviter la mise en mémoire du souvenir traumatique. Donc il y a là un paradoxe évolutif. On a besoin d'apprendre pour être meilleur pour la prochaine fois, mais en même temps, c'est le modèle du psychotraumatisme. Si on apprend, on risque de rester contraint définitivement par cet apprentissage, voire émotionnellement réactivé chaque fois. Et on peut devenir un phobique des autobus si on a eu une aventure comme celle que je viens de vous raconter. Et du coup, focaliser secondairement, par un évitement, cette angoisse des autobus. Et évidemment, il y aurait naïveté à croire que si on devient phobique des autobus, c'est pas seulement à cause d'aujourd'hui où j'ai failli me faire écraser par un autobus. C'est que j'avais un tempérament personnel ou que j'étais peut-être un anxieux caché qui s'est révélé plus manifestement dans la phobie de l'autobus. Le modèle traumatique freudien est à la fois raisonnable et pas raisonnable au plan de son historicité. Alors j'ai assisté en partie au colloque qu'avaient fait Pierre Magistrati et François Sermet récemment, et j'ai envie de les citer parce que je trouve que c'est jamais facile le dialogue entre les analystes et les neurobiologistes, et finalement c'est entre physiologistes qu'on s'entend bien. C'est ce que j'ai appris avec Alain. Je trouve que il faut pas parler de psychanalyse il faut être simple. C'est de la physiologie de l'esprit, et on essaye tous de s'approcher des mécanismes. Mais c'est vrai que leur opposition entre un point de vue diachronique qui serait très déterministe et qui est un peu l'excès, le travers des psychanalystes de la reconstruction déterministe de l'événement, versus un processus synchronique qui est celle de la création de sens, me paraît une balance, un processus opposant assez intéressant pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai, ça a été dit précédemment, que
à chaque instant, notre traitement émotionnel, ça c'est pour montrer que déjà à 100 millisecondes, donc avant de savoir que un humain est un humain et pas un porte-manteau, ou avant qu'un singe sache qu'un singe est un singe, la charge émotionnelle du stimulus a un impact sur le traitement. Autrement dit, nous avons une réceptivité qui dépend de ce qui s'est passé avant et de notre histoire. Alors, si vous le voulez bien, moi je ferai l'hypothèse, un peu en me mettant dans la lignée de Ricoeur, et je sais qu'il a été question d'herméneutique plusieurs fois ici dans ce colloque, que peut-être toutes les psychothérapies ont en commun de rincer la mémoire ou de développer une compétence particulière à rincer la mémoire. C'est-à-dire que pour ne pas que ce schéma que je vous ai montré, qui est que la survie implique mise en mémoire, devienne contraignant, névrotisant, il nous faut nous débarrasser à chaque instant de ce qui n'est pas pertinent, ou en tout cas ne pas en faire une obsession contraignante, ce qui est le problème du phobique ou de l'obsédé. Et si je veux ne pas devenir un phobique des autobus, il faut, enfin c'est mon hypothèse, c'est pas du tout montré expérimentalement, que je crée du sens, comme Ricoeur l'a dit, des histoires qui demandaient à être racontées, à se raconter, qui étaient prêtes à se raconter. Il faut que j'invente des histoires. Il faut que Alors, si je suis un peu paranoïaque avec une pluralité de jugements réduite, je vais dire que c'est à cause du maire de la ville qui a mal fait ses couloirs d'autobus. Si je suis un déprimé, un peu dévalorisé, je vais dire c'est toujours sur moi que ça tombe, ces histoires-là. Mais quoi que j'en dise, ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut, c'est que j'en dise autre chose, parce que de cette façon, il me semble, je propose des réseaux mnésiques alternatifs à l'encodage du souvenir. Et on a souvent critiqué la mode des débriefings dans les stress post-traumatiques, où, alors c'était un peu caricatural, mais on disait, la psy vient et dit, ah bon, vous avez vu un type tomber d'une tour de 10 étages, oh mais ça devait être horrible, et alors comment était sa veste, et en bas, alors, oh mais ça a dû être, et on s'apercevait qu'on aggravait les gens, parce qu'on encodait encore plus le souvenir. Donc le débriefing, il faut pas encoder, il faut au contraire donner au sujet les moyens émotionnels de dégagement, et peut-être les moyens sémantiques, en faisant, peu à peu, une autre histoire que celle qui est arrivée. Donc il me semble que de ce point de vue, il y a une concordance entre l'évolution, l'ontogénèse et le boulot des psychothérapeutes, y compris celui des médicaments, parce que, curieusement, par exemple en ce qui concerne l'anxiété, les effets sérotoninergiques diminuent l'encodage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, ça devient dur parce que ma mémoire est sollicitée, mais je voulais dire que la façon de modifier ou de réviser les croyances impliquait d'activer le contexte sensoriel d'encodage, et que c'est une chose qui a bien été décrite par les philosophes de l'action quand ils prenaient l'exemple des faux gendarmes au bord des routes, et que probablement que ce que les thérapeutes cognitivistes appellent l'exposition est une révision des croyances en milieu immergé. Et c'est peut-être ça la limite de l'éducation religieuse, je dirais, au sens large, militante, c'est que le discours extrait de la réactivation sensorielle prend un caractère abstrait qui empêche la revisitation, la rehistoricisation biologique du souvenir. Donc le psychothérapeute ou le psy, il doit faire plusieurs choses à la fois. Il doit à la fois regarder, il doit être, je vais y revenir dans un instant, pas trop empathique, mais il doit à la fois regarder les films que se raconte le patient en même temps que regarder les cartes qu'il en a fait et aussi lui indiquer des directions de travail. Et de ce point de vue, on peut distinguer, ce sera ma dernière partie, je crois que je suis dans les temps, oui, je pense qu'on a fait des faux procès à Freud et que je crois que la psychanalyse n'est pas que mauvaise et qu'elle a une partie tout à fait intéressante. Probablement qu'elle ne survivra pas à notre besoin d'efficacité et de rapidité des résultats, mais je crois que la découverte essentielle de Freud, c'est le divan. L'inconscient, d'abord, on le savait un peu,
sa métapsychologie intéressante, mais les psychologues ont fait mieux depuis, avec les instances. Mais par contre, l'idée d'écouter l'intimité de quelqu'un sans le voir, c'est-à-dire faire l'inverse des manips de Julie Grèze, l'idée de parler des choses les plus intimes en éteignant l'amygdale, en éteignant le système limbique dans ce qu'il a de valeur de système d'alerte, en éteignant les neurones miroirs et en partageant des expériences très intimes, teintées d'autobiographie, me paraît une situation, qui n'existe pas ailleurs dans la nature. J'ai cherché, je ne vois pas d'autres exemples dans la nature. Toutes les relations proches et intimes comportent ou le toucher ou la vision, sauf la psychanalyse du divan. Et c'est là où, probablement, sans attaquer exclusivement les lacaniens, on fait un faux procès à l'ensemble des psychanalystes en oubliant que le problème des lacaniens, c'est qu'ils ont réduit à des mots ce qui était une situation paradigmatique de métacommunication physiologique, c'est-à-dire que être très intime, très proche de quelqu'un sans le toucher, sans le voir, encore une fois, c'est quelque chose dont on voudrait voir l'imagerie cérébrale, et je ne peux pas penser qu'on n'y verrait pas une amygdale plus au repos, plus calmée, moins en alerte, et qui libère le sujet de pouvoir avoir une évocation beaucoup plus grande. Alors, si on va un peu plus loin, les thérapies de demain, il y a un papier qui vient de sortir il y a 3 jours, coup de chance pour ici, qui a étudié les idées de persécution dans la population générale. Et ça me paraît très approprié à ce colloque, parce que là encore, c'est transnosographique. Avant, on pensait qu'il y avait les paranoïaques, les schizophrènes. Et là, voilà quelqu'un qui s'occupe de la population générale et de gens normaux. Et il a mis des gens normaux dans un environnement virtuel où les différents personnages avatars se lèvent et les regardent de face. Et il a étudié le développement d'idées de référence et d'idées de persécution. Et il a trouvé un continuum assez classique, de 0 à beaucoup. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a trouvé un lien avec l'anxiété. Et ça paraît être un papier qui va laisser des traces parce que, pas beaucoup de gens avaient osé dire, même si les cliniciens le savaient, qu'il n'y avait pas besoin d'être schizophrène ou paranoïaque pour avoir des idées de persécution ou de référence, parce qu'il suffit d'avoir une déviation égocentrique par rapport au point de vue allocentrique. Donc on interprète l'autre sans faire la théorie de l'esprit de l'autre, sans faire la rotation mentale nécessaire. Mais 2, il montre un lien avec le fait que l'idée de référence, l'idée persécutive, c'est peut-être une adaptation, et elle n'est pas primaire, à de l'anxiété, à de l'hyperalerte. C'est-à-dire que c'est peut-être une façon, je ne dirais pas rincer la mémoire, mais d'en dire quelque chose ou d'en dire quelque chose d'autre. Si les yeux de l'autre me confrontent à quelque chose, peut-être que d'en dire un sens, y compris hostile, m'aide à retrouver une cohérence parce que, à ce moment-là, je suis en accord avec ma déviation égocentrique ou avec mon manque d'allocentrisme. Voilà, le temps me manque, j'aurais voulu vous montrer des exemples de traitements de bas niveau chez les schizophrènes, mais je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention.